Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de la TFM. Tout de suite, le sommaire de ce journal. À la une de l'actualité, le climat très tendu dans plusieurs universités du Sénégal. Le campus social de Cheikh Anta Diop pris d'assaut par les forces de sécurité. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, le restaurant a été fermé par le Centre régional des œuvres universitaires sociales. Alors qu'à Saint-Louis, les étudiants ont voulu marquer l'anniversaire de la mort des 2 étudiants en février 2024 qu'ils attribuent aux forces de l'ordre. L'affaire des présumés homosexuels dont des porteurs du virus du sida déférés au parquet du tribunal d'instance de Pikine-Guédiawaye ce lundi, ils ont tous été inculpés et placés sous mandat de dépôt, le dossier confié à un juge d'instruction. Demande de levée d'immunité parlementaire du député Mohamedou Di Farbangom. L'Assemblée nationale a ratifié la liste des membres de la commission ad hoc chargée d'instruire la requête. Et puis dans ce journal également, nous vous conduirons à Tivaouane où l'Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal a dépanné une quarantaine d'ambulances en panne, dont certaines depuis plusieurs années. Les forces de l'ordre ont fait irruption dans le campus de l'université Cheikh Anta Diop cet après-midi. Et en début de soirée, ils y étaient toujours, ces policiers qui ont pris d'assaut donc l'université où la situation est très très tendue. Nous y reviendrons peut-être au cours de cette édition. À l'université Assane Seck de Ziguinchor, un groupe d'étudiants a forcé la porte du restaurant à l'heure du déjeuner pour se servir sans présenter le ticket restaurant selon le Centre régional des œuvres universitaires sociales. En réaction au non-respect des mesures annoncées dans un précédent communiqué en application des instructions du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, la direction du Crous de Ziguinchor a annoncé cet après-midi la fermeture du restaurant jusqu'à nouvel ordre. Le Crous Z explique que de telles pratiques compromettent les efforts matériels, financiers et humains continuellement déployés pour assurer un service de restauration accessible et de qualité à l'université Assane Seck. Toujours dans cette actualité, allons à Saint-Louis où les étudiants de l'université Gaston Berger ont commémoré l'anniversaire de la mort de 2 de leurs camarades en février 2024, décès qu'ils attribuent aux forces de l'ordre. Pour marquer cet anniversaire, ils ont organisé une cérémonie de levée des couleurs et dit des prières à l'intention des deux défunts. Reportage Ousseynou Diop et Habib Seck. Du G5C procède à la levée des couleurs en mémoire d'Alpha Yoro Tunkara et de Prosper Clédor Senghor. Alpha Yoro Tunkara est décédé exactement le 9 février 2024 et Prosper Clédor Senghor le 21 février. Les dates qui ont marqué l'histoire de l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Depuis les assassinats de ces 2 étudiants, la justice traîne les pieds, les étudiants mettent la pression sur le nouveau régime. D'implorer, le gouvernement actuel pour qu'il fasse preuve de pragmatisme dans leur dossier pour que justice soit rendue et que leurs âmes puissent se reposer tranquillement en paix. 2 assassinats en 2 semaines au Temple du Savoir en 2024 pour s'opposer à la décision du président Macky Sall de repousser les élections. Les étudiants de l'UGB souhaitent l'implication de la justice pour que la lumière soit faite dans cette affaire. Au lieu d'essayer de gérer la situation, on donne des ordres de tirer des balles réelles
sur les étudiants. À l'UGB, les étudiants ne comptent pas baisser les bras, ils comptent se battre pour connaître les forces de l'ordre qui ont assassiné leurs camarades. Il y a encore Alpha Yoro Tunkara, il y a Prosper. Il n'y a pas de suivi, c'est désolant. Et nous demandons à la CSL, la coordination des étudiants de CELU, de faire le nécessaire. L'Université Gaston Berger de Saint-Louis, temple du savoir, a vécu des jours noirs en 2024, des moments qui resteront à jamais gravés dans l'histoire politique du pays. Les 12 homosexuels présumés arrêtés ce week-end ont été déférés au parquet ce lundi avant d'être inculpés et placés sous mandat de dépôt par le procureur du tribunal d'instance de Pikine-Guédiawaye cet après-midi. Ils sont poursuivis entre autres pour transmission volontaire du VIH-Sida, mais également pour blanchiment de capitaux. Les autres chefs d'inculpation visés étaient associations de malfaiteurs et actes contre nature. Des infractions réprimées par le code pénal sénégalais. De l'avis du chroniqueur judiciaire Daouda Mine que nous écoutons, il intervenait dans la matinale de TFM. Association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui. Association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui, transmission volontaire du VIH et actes contre nature sont entre autres les faits cités dans le cadre de ces deux affaires. Et il s'agit là d'infractions, il faut le dire, réprimées par les codes au Sénégal. Par exemple, l'association de malfaiteurs est réprimée par les articles 238 et 239 du Code pénal. S'agissant de la transmission volontaire du VIH, le Sénégal a adopté la loi 2010-03 du 9 avril 2010. En son article 36, cette loi stipule qui est punie d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et d'une amende de 2 millions à 5 millions de francs CFA toute personne qui, connaissant son statut sérologique positif et les modes de transmission du VIH, entreprend des rapports sexuels non protégés avec l'intention de transmettre à une autre. La mise en danger de la vie d'autrui est réprimée par l'article 307 du Code pénal, avec des peines de 6 à 3 ans de prison. C'est prévu par le Code pénal en son article 319. Comme vous le savez, il s'agit de deux affaires, l'une gérée par la police nationale, la division des investigations criminelles, qui implique également des homosexuels présumés, et celle-ci gérée par la gendarmerie nationale, plus particulièrement la section de recherche de Kermassar. Dans tous les cas, Khalifa Ababakar Diagne déclare qu'il faut des psychologues et des docteurs. C'est pour un accompagnement des présumés homosexuels sur le plan mental, mais aussi pour éviter la propagation du VIH-Sida. Il était l'invité d'Info Matin ce lundi. Il est interrogé par Cheikh Diop. En particulier dans le cadre seulement des dossiers judiciaires, parce que c'est un dossier qui a des relances sanitaires, voire même psychologiques, à telle enseigne que ça doit être piloté différemment des dossiers ordinaires. Maintenant, nous sommes dans une société qui ne tolère pas l'homosexualité. En tout cas, nous, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est que nous avons une société très homophobe, où les homosexuels ne sont pas tolérés, où il y a une stigmatisation par rapport à toutes les personnes qui sont présumées être de cette orientation sexuelle, à telle enseigne que on doit faire accompagner ces personnes-là sur le plan de la santé, parce que il y a la question du VIH-Sida qui a surgi sur ce dossier, mais également sur le plan psychologique, parce que, comme je l'ai dit, l'intolérance fait de sorte qu'ils vont vivre ça avec énormément de pression qui peuvent être à l'origine de troubles psychologiques pouvant évoluer jusqu'à la dépression et même jusqu'au suicide. Et tout ça fait que c'est un dossier qui doit être bien encadré par les autorités judiciaires, et même le ministère de la Santé et de l'Action sociale doit être partie prenante dans la gestion de ce dossier, et que tout le monde agisse dans le sens de pouvoir respecter quand même les droits de ces personnes-là,
le droit à la santé, le droit également à une assistance psychologique. Et cela n'a rien à voir avec les poursuites judiciaires, parce que c'est deux choses qu'il faut séparer. Les supporters sénégalais détenus au Maroc devraient être jugés le 12 février, mais leur avocat tire la sonnette d'alarme. Maître Patrick Kabou dénonce une absence totale de garantie de procès équitable ainsi qu'une violation manifeste des droits de la défense. Il pointe du doigt plusieurs dysfonctionnements graves. Il affirme ne toujours pas avoir accès au dossier de procédure et se trouve dans l'impossibilité de communiquer avec ses clients. Plus préoccupant encore, Maître Kabou rapporte qu'il est régulièrement empêché, au même titre que d'autres compatriotes, d'accéder aux enceintes à l'enceinte du tribunal de première instance de Rabat. Il est interrogé par Chérif Dia. Pas de sens. Nous sommes 15 avocats dans ce dossier, 15 avocats avec qui je me déplace à chaque fois, et nous sommes 10 avocats de mon équipe et renforcés par d'autres confrères procéduriers, qui sont de très bons procéduriers, et qui sont au barreau, affiliés à des barreaux marocains. Mais n'acceptons pas que le procureur du roi s'en sorte en mêlant la diplomatie et les autres pays dans cette affaire. C'est un dossier simple qu'on va gérer devant la barre. Moi, j'invite monsieur le procureur du roi à revenir à la raison. Il a arrêté des Sénégalais. Nous, on a été mandatés pour venir défendre ces Sénégalais-là. Réglons cette affaire-là devant la barre. C'est pourquoi je lui ai dit que même dans vos communiqués, il y a des problèmes de fond et de forme. Il y a des problèmes de syntaxe. Aussi, il y a un problème de français. Parce que quand on vous dit que nos citoyens, nos compatriotes sont un jeûne, et vous dites que le repas a été servi, mais je lui ai dit, vous ouvrez dans le dictionnaire français, qui peut faire l'unanimité entre nous deux, peut-être d'ouvrir la page où on parle de servir et manger. Il y a une différence. Entre-temps, nous, je rappelle à monsieur le procureur de la République qu'on a et au juge qu'on a une demande de liberté provisoire. Peut-être que ça a été fait en français, et en français qu'il ne comprend pas, mais bon. Le dictionnaire ou bien Google sert à traduire certains mots et pouvoir répondre favorablement ou défavorablement à nos demandes de liberté provisoire. Alors, j'accepte pas qu'on amène un problème judiciaire diplomatique, machin truc. Alors, je dis aux Sénégalais que c'est moi-même qui ai demandé à nos autorités de rester à l'écart de cette affaire-là, parce que ça concerne pas le Maroc au Sénégal, mais ça concerne le procureur du roi contre la défense. Et il faudrait qu'on s'affronte devant la barre, s'il l'accepte. Dans l'affaire des 2 téléphones saisis sur le député Farba Ngom en détention préventive pour escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux, entre autres, l'Assemblée nationale a ratifié la liste des membres de la commission ad hoc chargée de statuer sur la demande de levée de son immunité parlementaire. Synthèse de cette séance plénière qui s'est tenue ce matin à l'Assemblée nationale. Aminata Mbaresso. Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom, l'Assemblée nationale s'est réunie ce lundi. La commission ad hoc en charge de la question mise en place. Cette commission ad hoc compte 10 membres, 8 députés du PASTEF, 1 député de Takoualou et 1 non inscrit. Les 10 membres de la commission devraient retourner à l'Assemblée nationale pour examiner le projet de résolution. Cette nouvelle demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom fait suite à de nouvelles accusations émanant du ministre de la Justice Yassine Fall. Au cours d'une conférence de presse tenue en janvier, le garde des Sceaux a annoncé l'ouverture d'une enquête contre Farba Ngom après la découverte de 2 téléphones portables dans sa cellule à Rebeuss. Farba Ngom est accusé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, du délit présumé de trouble à l'intégrité de la justice, à l'ordre public. Pour rappel, Farba Ngom, maire des Agnam, est en détention préventive depuis février 2025. Détournement de deniers publics estimé à environ 125 milliards de francs CFA, blanchiment de capitaux entre autres chefs d'inculpation retenus par le pôle judiciaire financier contre Farba Ngom. Un nouveau feuilleton judiciaire s'ouvre encore avec l'histoire des 2 téléphones portables trouvés sur lui dans sa cellule à Rebeuss.
Alors à présent à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où je vous le disais, les forces de l'ordre se sont introduites dans le campus social après que les étudiants ont tenté de réitérer une journée sans ticket au niveau des restaurants toute l'après-midi et jusqu'en début de soirée. Et même au moment où nous vous parlons, la situation est très tendue. Sur place, nous retrouvons sur place Pape Djibril Gueye. Bonsoir Pape Djibril. Bonsoir, M. Souleymane Niang. Quelle est la situation actuellement sur le campus social de Dakar ou aux alentours? Voilà, très compliqué. Et ici, le différend entre les autorités du COUD et les étudiants de l'UCAD ont engendré de violents affrontements entre les étudiants et les forces de l'ordre. Comme vous le savez, les restos universitaires referment quelques minutes après leurs ouvertures pour cause les étudiants décrètent des journées sans ticket appelées Ngente Toubab, suite à la décision du gouvernement de modifier les systèmes d'attribution des bourses. Et cette fermeture des restaurants universitaires a accentué le problème des étudiants, disons-le, qui sont déjà dans des situations précaires et ne peuvent pas, ces étudiants-là, ne peuvent pas rentrer chez eux, puisque les cours continuent toujours et certains d'entre eux sont même dans la période des examens. Et pour se restaurer, les étudiants maintenant s'organisent en petits groupes pour cuisiner et ceux qui n'ont pas les moyens de cotiser se contentent seulement des couscous sur du lait caillé et des biscuits, comme on le dit en Wolof, du poncé. Voilà, au moment où je parle, les affrontements entre les forces de l'ordre et des étudiants continuent toujours et on compte plusieurs blessés graves et le service médical du COUD refuse d'accueillir les blessés livrés à eux-mêmes. Vraiment, la situation est extrêmement compliquée ici, extrêmement compliquée. Merci Pape Djibril Gueye. Nous reviendrons certainement sur cette actualité dans nos toutes prochaines éditions. Toute autre chose maintenant, le maire de Yoff a fait face aux populations de sa commune dans le cadre de la gestion transparente de la collectivité territoriale. Il s'agissait de détailler toutes les opérations et réalisées, faites depuis qu'il est à la tête de la mairie. Issa Laye Samb estime que la transparence est une obligation pour tout élu. Il est au micro de Mamadou Fall et Ibou Diouf. L'objectif est de faire un exercice de redevabilité, de montrer aux populations ce que nous faisons, ce que nous essayons de faire, les difficultés rencontrées et les imprégner vraiment dans le cadre de la gestion de la municipalité. Donc c'est la 6e édition. Effectivement, nous préparons une 7e édition pour un bilan global des années 2022, 23, 24, 25 et 26. Pour 2025, nous avons un budget réellement exécuté sur le plan provisoire à hauteur de 1,7 milliard. Mais les comptes ne sont pas encore arrêtés. Donc on a connu une forte progression par rapport à l'année passée. Donc probablement au mois de mars, on aura terminé l'exercice avec la perception et on sera probablement aux alentours de 1,8 milliard, 1,9 milliard. Donc on devrait connaître un bond d'environ 200 à 250 millions. Et cela est dû par une hausse de la mobilisation des ressources internes, des ressources propres de la mairie, donc faites par la régie interne. Donc pour 2026, nous avons prévu 2,9 milliards en prévision et nous espérons les atteindre parce que Saint-Lec nous doit de la ressource. L'État a commencé à reverser le PACASEN. Donc ce sera pour nous l'occasion de confirmer toute la dynamique de développement mise en place depuis 2022 et l'essentiel qui tournera autour de l'éducation, de la santé et du cadre de vie avec le pavage. On n'a jamais les moyens de notre développement. Aujourd'hui, le Sénégal n'a pas les moyens de se développer. Vous avez vu la France qui est hyper endettée, les États-Unis de la même chose, la Chine aussi endettée. Mais nous, nous comptons sur une équipe jeune et un encadrement de personnes adultes vraiment expérimentées pour faire la différence. Donc nous faisons le maximum et notre mieux pour avoir les moyens de notre développement. Et nous avons noué beaucoup de partenariats et nous impliquons les populations et nous avons beaucoup élargi l'assiette fiscale. Donc ce qui nous permet aujourd'hui de réaliser beaucoup de choses pour la mairie. Pour le nettoiement, on a fait un marché de prestations. Venons-en maintenant à cette action citoyenne pour lutter contre l'immigration clandestine. Une styliste met en place une résidence d'activité créative à Mbour, des ateliers de formation pour les jeunes sur la mode pour leur permettre d'être plus performants et par la même occasion ou d'oublier toute idée de prendre les pirogues pour se rendre sur les îles Canaries à la recherche d'un avenir meilleur. Ndeye Matidien et Mamadou Gueye nous en disent plus dans ce reportage. Comme alternative à la migration irrégulière.
C'est le défi que relève une jeune styliste, initiatrice de la résidence d'activités créatives de Mbour. Le premier jour, on a fait un atelier de formation sur la fabrication des accessoires en perles et des sacs. Deuxième jour, on a procédé à la coupe, la confection et un cours aussi sur le marketing digital. On va faire une caravane dans tous les quartiers de Mbour pour sensibiliser les jeunes par rapport à l'immigration clandestine. Au total, 32 élèves sont formés dans plusieurs domaines en alliant tradition et modernité. Une formation pilotée par Nderi Ndao, directeur artistique et formateur. Présentement, nous nous retrouvons dans une situation où la mode a pris un niveau très élevé en termes d'expérience, en termes de coupe, de finition et tout. Donc pour accorder ces jeunes cette idée, on a dû utiliser le traditionnel et la modernité. Les bénéficiaires saluent les compétences acquises et parlent d'un véritable plus pour leur avenir. Dans mon quartier, Tefes, il y a beaucoup de jeunes qui ont décédé ces derniers jours à cause de l'immigration clandestine. Les jeunes voulaient travailler, bien sûr, mais on n'a pas assez de méthodes et aussi assez d'argent. Face à l'importance de telles initiatives, le directeur du centre de formation professionnelle de Mbour, où se tiennent les ateliers, plaide pour leur multiplication. Selon lui, ces actions peuvent redonner espoir à des jeunes tentés par la migration irrégulière. La formation va leur permettre de renforcer leur talent, mais aussi de renforcer leur capacité et de comprendre qu'il est possible de travailler ici au Sénégal, de réussir au Sénégal. L'insertion des jeunes après la formation reste toutefois une problématique majeure qui mérite une attention particulière des autorités. Une difficulté identifiée comme l'une des principales causes de la migration irrégulière selon les participants à la résidence d'activités créatives de Mbour, tenue sur 4 jours. En réponse au point de presse de Tahir Roussard, lors duquel le député avait déclaré que Ecotra n'avait rien fait pour protéger l'environnement à Diamniadio depuis 2015, les responsables de la société rejettent ces allégations. Elle l'invite à se rendre sur place pour vérifier. Ecotra n'écarte pas de porter plainte. Écoutons à ce sujet Ahmed Ndiaye, directeur général de Ecotra, au micro de Abdou Diouf Diagne et Amadou Bambasson. Réseau d'assainissement réalisé jusque-là. Donc, chose aussi qui est fausse. Et pour terminer, il dit Ecotra n'a eu à enregistrer aucun résultat dans le cadre de ses travaux ici, dans le pôle urbain de Diamniadio. Ces déclarations sont d'une gravité parce qu'elles relèvent d'un caractère faux. Parce que nous, on n'a jamais fermé nos portes. S'il voulait avoir de bonnes informations, il connaîtrait bien la voie à suivre. Dans tous les cas, nos portes sont grandement ouvertes. S'il le souhaite, on est là. On a un personnel qui est là, concentré à atteindre des objectifs. Mais toujours, c'est une entreprise qui subit. D'habitude, on laissait passer. Maintenant, on a jugé que cela ne va plus se reproduire. On ne peut plus laisser les gens ternir l'image de l'entreprise. Et quel que soit le prétexte. Donc c'est un nouveau conseil d'administration qui est là. Il y a aussi une nouvelle direction générale et qui n'hésitera pas sûrement à toujours rappeler à l'ordre ces personnes mal intentionnées qui font tout pour dénigrer l'entreprise Ecotra. Parlons à présent du sit-in organisé ce lundi à la gare ferroviaire de Thiès par les cheminots ex-temporaires de la Régie des chemins de fer du Sénégal. Ils dénoncent les lenteurs notées dans le paiement de leur pension de retraite malgré le vote de la loi de finances rectificative à l'Assemblée nationale. Omar Diallo est le représentant du groupe de réflexion de l'entente des ex-temporaires de la Régie des chemins de fer. Le voici au micro de Charante Diop et Selatir. Notre grec, on est là. Et si vous voyez les sexagénaires qui sont là, et qui ont laissé leur famille, là, en plein soleil, ils sont là pour réclamer encore leur dû. Il y a un contentieux qui perdure vraiment plus de 2 décennies. On en a tout fait, on a vu les autorités gouvernementales, les autorités religieuses ou étatiques. D'après, comme vient de vous dire mon frère là, le budget a été consolidé et versé même au niveau de l'IPRES, sur peut-être je dis bien. Donc on n'en a pas exactement la certitude. Donc ce budget a été versé à l'IPRES, mais l'IPRES, qu'est-ce qu'il attend pour qu'on soit en possession de nos fonds? Mais nous sommes vieux et donc la Corité approche.
Vraiment, on en a tellement besoin. Il y a des familles qui souffrent. Et si vous avez l'occasion de visiter ces familles-là, surtout les veuves, 1/3 du pension de leur mari, c'est ça qu'ils reçoivent. Par exemple, un mari qui reçoit un taux forfaitaire de 35 000 francs, tu divises ça par 3, ça fait combien? Mais c'est dérisoire, ça ne peut pas soutenir une famille. On demande à l'État de mettre la pression sur lui presque pour qu'il ne soit en fond de tout simplement ça. Donc l'État de grâce, Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko, c'est là à l'hôpital Berthélemy qu'il nous avait dit qu'un État responsable ne doit pas cautionner cette situation. Donc il va donner des instructions à ses ministres pour qu'ils règlent rapidement. Restons à Thiès où l'Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal a entrepris de réparer une quarantaine d'ambulances en panne, dont certaines depuis plusieurs années, au grand bonheur des infirmiers chefs de poste qui invitent les autorités locales du département à renforcer et à soutenir ce genre d'action citoyenne. Cheikh Anta Diop, c'est la tire. La liste des ambulances en panne dans le département de Tivaouane est exhaustive. Le district sanitaire de Tivaouane avait recensé plus de 40 ambulances. Le médecin-chef du district sanitaire de Tivaouane ne savait plus où donner de la tête. Heureusement, l'Union nationale des professionnels de l'automobile est intervenue pour participer à la réparation de ces ambulances en panne. Le jour où ils venaient pour nous contacter, on était en train de recenser les ambulances en panne. Ils sont venus pile à l'heure. On a une quarantaine de véhicules, des ambulances du district qui sont là en train d'être dépannés. C'est vraiment un acte citoyen d'abord, un acte de solidarité sociale parce que les ambulances, ils servent à soulager les malades. Le président du comité pédagogique de l'UNAPAS révèle que c'est un programme lancé à travers le pays intitulé Zéro ambulance en panne. C'est un sacerdoce même pour nous, pour qu'on fasse tout le nécessaire pour que ces véhicules-là ne soient pas au niveau des centres hospitaliers et que ça ne fonctionne pas. On est à notre 6e édition. Donc maintenant, ce serait toujours bien, toujours encourageant que les autorités locales nous accompagnent. Djalimar Mboup, adjoint au maire de Tivaouane, magnifie cette initiative et appelle les collectivités territoriales à soutenir ce regroupement de mécaniciens. C'est pour cela que le maire de la commune de Tivaouane, lorsqu'ils sont venus nous rendre visite, a apprécié la démarche et nous a donné comme instruction de les accompagner. 44 ambulances ont été dépannées. L'UNAPAS a pleinement répondu aux attentes des infirmiers chefs de poste du département de Tivaouane. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de